Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de Mathieu, que c'est rendu vraiment, j'adore cette chose-là. Est-ce que vous allez bien? Ben, ça va très bien, merci. Très bien, merci. Et toi? Très bien aussi. Vous êtes venu présenter cette année le volet chinois, un peu comme une suite de ce que vous aviez fait l'année précédente au Sécure. Vous avez parlé des Russes, là on parle des Chinois. Très intéressant parce que ça m'a permis de défaire des mythes que j'avais ou en tout cas des impressions que j'avais. Vous avez vu toucher à 4 grands groupes, puis vous allez justement dans certaines spécificités. Je parlais pas nécessairement des grands groupes ici parce que c'est pas l'objectif de revenir sur votre présentation dans ce sens-là, de la refaire, mais de peut-être approfondir certains éléments que j'ai trouvé très intéressants parce que vous avez fait des liens avec certaines forces et faiblesses de ceux-ci, ce qui est très intéressant. Mais je vais commencer par toute chose parce que vous avez juste fait comme un teaser sur iSoon. Depuis, ça l'a changé un peu, il y a plus d'informations. Fait que je vais vous laisser en parler un peu, voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment et de quoi vous en comprenez de ce groupe-là ou ce sous-groupe-là. Est-ce que tu veux y aller, Matt? Ok, je peux commencer. Donc iSoon, c'est une entreprise chinoise. Donc il y a des données qui ont été volées et leakées sur Internet. On ne sait toujours pas qui a volé ces données, mais il y a notamment des présentations sur leurs produits qui ont été faites aux clients. Il y a aussi des chats de WeChat qui permettent de comprendre un peu le fonctionnement interne de l'entreprise. On va dire tout de suite, les chats, c'est pas très intéressant. Ça parle sur le problème RH de paye qui est trop basse, d'achat de billets d'avion ou de choses comme ça. C'est pas très très passionnant. D'achat de bouteilles de vin pour les team building. Exact. Mais par contre, il y a quand même il y a des PDF qui décrivent en fait toute leur technologie et les produits qu'ils ont à vendre. Et je pense que c'est pas mal ça le plus intéressant. Ce qui est, on pourrait croire que quand, par exemple, un gouvernement fait appel à des contractants, c'est principalement pour développer des outils, développer des malwares, par exemple. Mais dans le cas d'iSoon, en fait, ce qu'ils vendent, c'est des plateformes d'investigation pour la police. Donc, par exemple, ils ont une plateforme d'investigation contre les sites web de jeux d'argent, parce que le jeu d'argent est interdit en Chine. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller hacker dans des compagnies de gambling, récolter les données. Ils utilisent ces données pour construire une plateforme d'investigation qui est ensuite revendue à la police. Donc, on voit ici que le business, c'est pas de fournir des outils de hacking à la police, mais de fournir plutôt des plateformes d'investigation directement. Et les données, finalement, proviennent de hacking, mais probablement la police chinoise est au courant, mais c'est pas le hacking qui est vendu en tant que tel. Donc ça montre vraiment qu'il y a tout un écosystème autour des cyberattaques en Chine et qu'il y a des entreprises comme ça qui se différencient et qui proposent pas juste seulement de développer des backdoors. Ouais, ben c'est intéressant. Moi, c'est ce qui a été mon plus grand choc dans cette présentation-là, c'est que savoir que les Chinois sous-traitaient des choses, notamment dans ce cas-ci, dans le fond, c'est la job de bras qui sous-traite à iSoon, par exemple. Dans ce cas-ci, ils veulent pas les outils, mais ils veulent les résultats d'usage des outils, là, un peu ce que je comprends. Ce que je pensais qu'il était principalement plus russe comme approche, comme type de choses. Fait que moi, ça m'a énormément surpris. Y en a-tu beaucoup de compagnies de cette nature-là qui vivent dans l'écosystème chinois ou de plus ou moins sous-traités par le gouvernement, parce que c'est essentiellement le gouvernement sous ses différentes formes qui vont utiliser ça? Alors évidemment, on n'a pas de liste exhaustive de ces compagnies, mais c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont déjà été identifiées par le passé. Par exemple, la Chengdu 404 qui est assez célèbre parce que c'est la compagnie qui est derrière le groupe APT 41, qui a été attribué à Chengdu 404 par le FBI. Donc, on a un acte d'accusation du département de la justice américaine qui détaille un peu les opérations du groupe et leur lien avec cette compagnie. Mais c'est assez courant de voir dans des actes d'accusation, dans des
dans des informations qui vont être relayées par des forces de l'ordre, ce genre de choses, de voir qu'on a des compagnies qui vont travailler, alors notamment pour le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Sécurité d'État en Chine, qui vont apparemment régulièrement sous-traiter des opérations ou de la collecte d'informations à des entreprises. On peut voir aussi des compagnies dont on sait qu'elles n'opèrent pas nécessairement au nom du ministère de la Sécurité publique ou du ministère de la Sécurité d'État, par exemple, mais qui vont développer du malware pour ces organisations-là, qui peuvent les utiliser ensuite. C'est ce qu'on appelle des digital quartermasters, donc des quartiers maîtres numériques, j'imagine en bon français. Je sais pas, c'est la première fois que j'entends le terme en anglais, fait que j'ai pas rapidement. C'est un terme pour caractériser ces compagnies qui fournissent de l'arsenal, mais qui mettent pas nécessairement en place les opérations eux-mêmes. OK, bon, dans le fond, des revendeurs d'armes, là, si on veut, en quelque sorte, là, c'est dans le même setup. Comme si on prend l'exemple d'ISO, nous autres, c'est vraiment, ils opèrent leurs propres outils ou, à la limite, ils prennent les outils des autres pour opérer un objectif de renseignement intérieur à la Chine. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est largement utilisé à l'intérieur du pays même, que ces éléments-là ne servent pas que pour nous emmerder comme peuple occidental, mais qu'eux-mêmes, à l'intérieur, utilisent ces outils-là pour disons, régler certains problèmes internes, là, qu'on soit en accord ou pas avec les valeurs chinoises, évidemment que c'est dans leurs choses. Je trouve ça bref, je trouve ça intéressant qu'ils font comme les Américains essentiellement, un peu le même genre d'approche contrairement à mon sens, que les Russes qui sous-traitent quasiment à 100% à l'extérieur. Là. Ils veulent pas toucher à ça, c'est sale, ils laissent le privé se salir les mains. Là. Ça, c'est un autre approche très intéressant. Aussi, dans votre présentation, vous avez abordé les aspects d'expérimentation, là, dans le cas de Sébastien Panda, je crois, qui expérimentent énormément. C'est-à-dire qu'ils ont comme des labs de R&D, si on veut, si on le considère comme ça, parce que c'est quand même soit l'entreprise privée ou le gouvernement, qui prennent cet effort-là d'aller plus loin que juste copier ou voler les outils des autres ou sous-traiter les outils. Là. Alors dans le cas de Mustang Panda, ouais, c'est flagrant. C'est un groupe qui, alors on a d'autres groupes, c'est pas le seul groupe qui fait ça évidemment, mais très régulièrement, ils mettent à jour régulièrement leurs loaders qui sont utilisés pour charger la backdoor qu'ils utilisent tout le temps, qui s'appelle CorePlug. Et donc ils expérimentent toujours avec des nouveaux langages, des nouveaux formats des nouveaux formats de loaders. Ils vont utiliser différents types d'archives également. Et ça, c'est une technique qui est souvent utilisée par les groupes pour essayer de contourner les détections, parce que si vous réimplémentez les mêmes fonctionnalités dans un autre langage, il y a des chances que possiblement vous arriviez à contourner certaines détections qui peuvent être spécifiques à un langage de programmation propre, par exemple. Donc, si vous avez un loader qui va être développé en C++, en Delphi ou en Golang, bah, le binaire final va être différent. Donc, possiblement, ça peut permettre d'échapper à des détections. Ouais, c'est sûr, pour les antivirus classiques, ça a un effet, mais est-ce que vous voyez ça souvent, cette stratégie-là? Parce que c'est quand même assez coûteux de réimplanter constamment comme ils font. Là. C'est pas. De ce qu'on connaît dans l'espace public, les groupes sont assez paresseux, au sens où ils économisent leurs ressources le plus qu'ils peuvent et ne se lancent pas dans des aventures démesurées où ils mettent beaucoup d'argent, parce que c'est quand même en général soit un retour d'argent pour les rançons logicielles ou un retour d'informations qui, on peut considérer à certains égards, ont une valeur monétaire. Alors nous, on voit ça beaucoup pour un groupe alors qui n'est pas en lien avec la Chine, mais qui a été déjà publiquement attribué à la Russie, c'est Gamma Raidon. Gamma Raidon, c'est un groupe qui utilise beaucoup des langages de script, qui utilise du PowerShell, et eux, ils réécrivent toujours leurs implants en permanence. Alors c'est un groupe APT qui a une particularité de faire quand même de pas être si ciblé de ça, de faire quand même des attaques de masse. Et eux, ils réécrivent perpétuellement leur arsenal dans des nouveaux langages. Ils font cet effort-là. Donc, c'est quelque chose qu'on voit chez d'autres groupes être utilisé comme ça.
En tout cas, personnellement, je trouve ça fou de réécrire constamment là, le code. Là. Ouais. C'est une énergie quand même monumentale, donc il doit y avoir des revenus substantiels qui leur permettent de faire ce genre de choses. C'est comme une entreprise. Là, c'est pas l'argent ne vient pas de nulle part, il faut payer ces gens-là. Même si, comme dans le cas de ASO, nous avez intercepté dans les chats le fait qu'ils se plaignent de leurs conditions salariales. Et c'est fondamentalement, je pense, humain dans l'ensemble de toute la société, cet élément-là. Donc, il y a quand même un coût. C'est quand même des groupes qui doivent faire beaucoup d'argent pour réussir à soutenir ce genre de choses-là. Je trouve ça très impressionnant de voir ça. Au niveau d'expérimentation, là, on vous parlait de peut-être recoder dans différents langages, mais est-ce qu'ils vont aller expérimenter d'autres choses à l'extérieur de différents langages ou c'est vraiment juste une réécriture de ces éléments-là, des loaders ou des choses qu'ils utilisent? Où ils vont expérimenter des techniques là, plus dans le TTP qui sont un peu différentes, où ils vont sortir de leur IMO standard, ils vont aller ça, ou il reste vraiment ça, puis c'est vraiment juste le code qui est plus réécrit dans ce cas-ci. Là. Alors, dans ce cas spécifique de Mustang Panda, c'est un groupe qui revisite pas trop leur technique. C'est toujours presque exclusivement du DLL solid loading avec un loader dans un langage particulier qui va charger une payload chiffrée sur le disque. Mais eux, par exemple, on les voit pas expérimenter vraiment sur les techniques en soi. C'est plus sur on va dire la stack technologique en arrière, mais sur leur technique, ils innovent pas tant que ça. Mais on peut voir certains groupes APT qui vont être plus innovants à ce niveau-là que Mustang. Et puis, Intéressant. Oui. en plus d'être au vent, beaucoup de groupes liés à la Chine, ils sont assez opportunistes aussi. Donc c'est dur de dire s'ils revisitent leur technique ou si c'est pas juste une nouvelle faille pour telle application web est sortie, hop, on l'utilise pendant quelques semaines, puis une fois que c'est fini, on va en utiliser une autre, etc. Donc il y a quand même beaucoup d'opportunisme en plus de changer de façon volontaire leur TTP. Si on parle d'opportunisme, donc on parle d'attaques non ciblées dans ces conditions-là. Fait que c'est des attaques genre massives pour essayer de trouver s'ils sont chanceux quelque part, puis ensuite, quand ils le trouvent, ils vont plus loin. Mais de ce que j'en comprends, ne ciblent pas particulièrement des organisations. Ouais, ça arrive quand même assez fréquemment que, notamment les groupes liés à la Chine, quand ils ont accès à une vulnérabilité un peu en avance, donc un 0-day ou alors un 1-day par exemple, donc une vulnérabilité 1 ou 2 jours après qu'elle a été patchée, ils vont essayer de compromettre plus de serveurs possible. Là, on parle de vulnérabilités dans des applications qui sont connectées à Internet et donc qui sont exploitables à distance. Là, ils vont essayer de compromettre le plus de machines possible, puis ensuite faire le tri. Donc, par exemple, c'est ce qu'on avait vu pendant qu'il y avait eu des grosses failles sur Exchange en 2021. Ils avaient compromis des milliers ou des dizaines de milliers de serveurs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait de la post-exploitation après sur ces serveurs. Ils ont ensuite pris le temps de vérifier quel serveur était intéressant et sont vraiment intéressés à juste une toute petite partie des serveurs compromis. Donc, c'est l'Initial Access qui est l'industrie, qui ont industrialisé de façon très, très importante. Et donc, puis pour les gens qui se défendent, c'est important de savoir parce que s'il y a une vulnérabilité qui sort, normalement, on va voir ces accès-là exploser pendant une période de temps. Donc, d'où l'importance de patcher ou d'avoir des moyens alternatifs pour ne pas y vivre, justement, pour voir comment eux autres. Mais il ne veut pas dire, comme tu mentionnes, qu'ils vont aller plus loin parce que si la cible n'est pas intéressante, ils vont se tanner. Donc, ils ont quand même des groupes secondaires qui font de la post-analyse, ce qui n'est pas étonnant non plus. Là. À ce moment-là, Lolbin, ça, il y avait un groupe, c'est Volt Typhoon, qui avait utilisé ça énormément. J'aime beaucoup cette stratégie-là parce qu'elle est fondamentalement difficile à certains égards à attraper avec les outils classiques parce qu'on est dans un environnement de PowerShell, des environnements ou tout langage classique qu'on va avoir ou d'outils classiques. C'est intéressant, mais en plus, c'est sur un groupe qui n'est pas tellement mécanisé en plus. Comme vous aviez montré, ils ont fait des typos, ils ont fait plein de choses drôles. Donc, c'est amusant de voir que beaucoup de Lolbin, nécessairement, Living of the Land, tout en n'étant pas mécanisé suffisamment pour aller très loin. Moi, je suis
un peu surpris par ça. Là. Ouais, donc Volt Typhoon, je pense, c'est le premier groupe qu'on a évoqué pendant la présentation. Donc c'est aussi un groupe lié à la Chine qui s'intéresse principalement à des infrastructures critiques, entreprises de défense, etc., en Amérique du Nord. Et oui, c'est assez manuel et ils utilisent ce qu'on appelle living off the land, c'est-à-dire ils vont utiliser ce qui est déjà présent dans l'environnement de la victime. Donc ça consiste à, par exemple, utiliser cmd.exe, PowerShell.exe pour tout faire. Donc pour faire de la reconnaissance donc de l'Active Directory, du réseau, etc., mais aussi pour faire de l'exfiltration. Par exemple, pour faire de l'exfiltration, ce qu'ils ont fait pendant un moment, c'est qu'ils vont utiliser juste la commande copy en CMD pour copier les fichiers qui les intéressent vers un serveur web. Et en fait, ils vont tout simplement aller télécharger les fichiers qui ont été stockés sur le serveur web directement par l'interface web, puisqu'elle était accessible. Donc ça montre vraiment, là il n'y a même pas de notion de serveur de command and control. C'est presque ce qui se fait de plus simple. Donc le seul morceau de logiciel malveillant qu'on pouvait trouver sur le réseau de la victime, en fait c'était un web shell en Java sur un serveur Managed Engine. Donc vraiment, ça peut paraître un peu des TTPs basiques, mais en réalité, le problème, c'est que c'est assez difficile à détecter à large échelle, puisque toutes ces commandes copy ou, disons, par exemple, NetUser ou plein de commandes de reconnaissance classique, en fait, c'est ce qu'un sysadmin va faire toute la journée sur le réseau pour résoudre des problèmes IT. Donc, c'est possible de détecter ce genre d'activité si vous connaissez parfaitement votre réseau et vous avez des règles pour vous, mais c'est quasiment impossible à détecter à large échelle chez des dizaines de milliers de clients à la fois, puisqu'il va y avoir beaucoup trop de faux positifs. Donc, ça permet de bypasser en partie, notamment le logiciel d'antivirus, les EDR, un peu moins, mais faut-il encore qu'ils soient monitorés. Et puis du point de vue de l'attaquant, ça permet aussi de ne pas avoir le fait de déployer simplement un web shell plutôt qu'une backdoor. Il n'y a pas besoin d'avoir une infrastructure pour les CNC. Il n'y a pas besoin d'avoir des staging, des serveurs de déploiement. Fait ça, c'est encore, en plus, d'un point de vue threat intel, quelque chose qu'on ne peut pas traquer, puisque si l'attaquant n'utilise pas de C2, infrastructure C2 à traquer. Donc c'est comme le dit Matt, c'est quelque chose qui peut paraître rudimentaire, mais qui en fait est efficace sur plusieurs aspects de la chaîne de composition. Oui, parce qu'a priori, ça a l'air très artisanal comme façon de fonctionner. Mais en même temps, le fait qu'ils fassent des typos vient rendre beaucoup de confusion parce qu'on créerait vraiment un vrai humain, un vrai sysadmin qui est là puis qui va faire des typos, va se faire le même genre de situation qui est là. Donc, de point de vue de détection, c'est virtuellement impossible. En ce sens, j'adore beaucoup l'usage du Lolbin pour ça, parce que c'est très, très difficile à faire des choses. Puis, ils n'ont pas investi sur leur infrastructure. Eux autres, ils n'ont pas besoin c'est justement, comme tu mentionnes, c'est très léger. Puis, probablement plus difficile à retracer aussi, puis à intercepter là, pour les défendeurs. Là. Mais en fait, la seule infrastructure qu'ils ont, c'est ils ont leur propre réseau VPN. Parce qu'en fait, oui, le problème, c'est qu'ils vont généralement déployer des web shells, puis donc faire une connexion active d'eux-mêmes vers le web shell. Sauf que il y a quand même beaucoup d'organisations qui déploient, par exemple, du géoblocking ou qui bloquent les VPN commerciaux en entrée. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compromis des routeurs dans pas mal de pays différents. Et puis, ils vont sortir depuis ces routeurs. C'est des routeurs qui sont installés soit dans des petites entreprises ou chez des particuliers, qui sont plus mis à jour depuis des années et qui sont vulnérables à tout un tas de vulnérabilités. Donc, c'est assez facile à exploiter. Donc, ils ont un botnet dans plein de pays. Ils peuvent choisir leur nœud de sortie, comme un VPN normal. Et puis, ils vont se servir de ces nœuds de sortie pour se connecter directement chez les victimes. Donc, ça permet d'une part d'anonymiser leur trafic et d'autre part de bypasser le géoblocking.
C'est assez fantastique comme approche. Puis bon, le voir en réelle utilisation, là, justement, de piggybacker sur des équipements comme ça. On en a souvent entendu parler. De toute façon, moi, en entreprise, je dis régulièrement, votre geoblocking, ça ne sert pas à grand-chose à part limiter l'adolescent dans son sous-sol là, qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Au-delà de ça, ça limite pas grand, ça limite pas grand-chose parce que même ça, on le voit bien, puis c'est très intéressant. Puis probablement, puis là, vous allez me confirmer ou me contredire, comme ça doit être relativement du faible volume, ce qu'ils font, ils n'ont jamais trop retrouvé ces routeurs-là, va être très difficile à retracer puis à faire quoi que ce soit. Là. Fait que les autres sont vraiment c'est des ninjas essentiellement, ils sont relativement invisibles et difficiles à retracer. Ouais, et puis ils ont un nombre assez important de routeurs, donc généralement, ils vont pas réutiliser la même IP chez plusieurs victimes, par exemple, donc ça devient assez difficile à retracer, à moins d'avoir du netflow global par un ISP. Donc, par exemple, il y a un gros ISP américain qui s'appelle Lumen, qui a fait une recherche sur le botnet VPN, justement, utilisé par Volt iPhone. Et eux, ils ont une vue assez particulière parce qu'ils ont une vue assez globale du netflow entre tous les devices aux États-Unis. Donc, ils sont vraiment capables de voir le trafic de ces routeurs compromis vers les nœuds de gestion qui sont situés plus haut. Mais ça, c'est vraiment une vue unique. C'est à peu près les seuls à pouvoir faire ça. Oui, c'est très intéressant. Dernier point, puis moi j'ai trouvé ça drôle, vous avez parlé d'OPSEC, notamment dans le troisième groupe que vous avez parlé, le Gallium, qui est problème d'OPSEC. De ce que j'en comprends, ils ne sont pas les seuls, de toute façon, à être dans cet univers-là. Puis je pense que vous avez mentionné à quel point c'est un peu risible le niveau de OPSEC de ces groupes-là. Alors ça dépend du niveau de maturité du groupe. Hein. Ils ont pas tout, c'est pas homogène le niveau de maturité du groupe. Donc il y en a qui vont être un petit peu plus prudents que d'autres, on va dire. Mais oui, c'est sûr que il y a régulièrement des erreurs d'obsèques qui sont faites, et notamment dans le cas d'Aisun qu'on mentionnait au début de ce podcast. L'année passée déjà, PwC avait fait une présentation où il présentait une erreur d'obsèque que le groupe avait fait, qui leur avait permis de relier justement Fishmonger, donc le groupe qui a été attribué à Aisun à partir de quelques rookies d'adresses email, ils ont pu remonter comme ça à Aisun. Donc c'était quelque chose qui était Aisun, c'était une compagnie qui était déjà connue l'an passé et qui avait justement fait des petites erreurs d'obsèques qui a permis d'y retrouver. Ben c'est ça demande une rigueur assez extrême. Puis je vais peut-être me faire lancer des tomates. Je sais qu'en cyber, on a tendance à dire que les utilisateurs sont un peu négligents de ça. Mais on le constate aussi chez les malveillants, ils ne sont pas mieux outillés. De toute façon, font des erreurs comme tout le monde. Puis c'est pas parce ce que nous, on considère des méchants, sont meilleurs que nous autres pour faire de l'obsèque. Ouais, vraiment, beaucoup de groupes. En fait, généralement, les groupes, plus ils vont avoir un volume d'attaque massif, plus ils vont être sujets à faire des erreurs d'obsèques. Puisque pour maintenir un tempo d'attaque assez élevé, il va falloir qu'ils louent beaucoup de serveurs, qu'ils enregistrent beaucoup de noms de domaines. Ils vont possiblement aussi avoir des gens moins expérimentés dans leurs équipes. Et donc tout ça mis ensemble fait qu'il y a beaucoup plus d'erreurs d'obsèques potentielles. Et puis, il suffit d'une erreur en enregistrant un nom de domaine ou en louant un serveur pour permettre une attribution donc, à une compagnie, par exemple. Donc, sur le long terme, c'est vraiment très dur de maintenir une bonne obsèque. Oui. Sur ça, ça va conclure. Je vous remercie énormément. À chaque année, vous venez présenter toujours des petits éléments de recherche qui, en tout cas, moi, dans mon cas, je trouve ça très agréable parce que je ne suis pas confronté à ces éléments-là de façon régulière, donc je ne peux pas voir ces éléments-là. Ça continue à maintenir mon niveau de vigilance et de capacité à mieux défendre en tout cas, les infrastructures des clients pour qui je travaille. Je vous remercie énormément, c'est toujours très agréable. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci pour l'invitation.